Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube d'Omerta. Toutes les semaines, je le répète, c'est un peu toujours la même introduction, mais c'est vrai, toutes les semaines, nous avons entre 2000 3000 abonnés supplémentaires. Bienvenue à ceux-là d'ailleurs, et bienvenue aux autres qui nous sont fidèles depuis des années, depuis que nous avons, enfin des années, 2 ans que nous avons ouvert cette chaîne YouTube. Je vous précise, comme à chaque fois, pour les nouveaux arrivés, qu'il existe également l'application Omerta sur laquelle vous pouvez retrouver nos documentaires. Le cœur de nos métiers se trouve sur cette application. Les making-of, comment on travaille, bref, si vous voulez tout savoir sur Omerta, c'est 5 euros par mois, 1,99 € pour les étudiants. Ça vaut le coup d'aller y faire un tour. Vous êtes là, vous nous écoutez sur la chaîne YouTube. Nouvelle édition du Grand Entretien. Et aujourd'hui, je reçois Anne-Laure Bonnel. Alors, Anne-Laure Bonnel, bonjour. Bonjour Régis. Alors, ravi de vous revoir à nouveau sur Omerta. C'est pas la première fois que vous venez, mais c'est très bien. Il y a tellement d'actualités en ce moment. On dit, quand je travaillais à Paris Match, on disait l'actualité a du talent. Ça voulait dire qu'il y a une effervescence de choses et il y a beaucoup de choses à commenter, à analyser. Et je suis ravi personnellement de vous avoir ici pour commenter cette actualité. Alors, je vous présente. Vous êtes journaliste, vous avez réalisé de nombreux documentaires sur les Gilets jaunes notamment, le Donbass, 2 documentaires que vous avez fait sur le Donbass, sur lesquels vous avez passé beaucoup de temps, ou encore l'Arménie, et vous collaborez actuellement aux médias canadiens Libre Média. Alors commençons par un sujet qui vous est cher, évidemment le conflit en Ukraine. J'ai noté que j'ai déjà dit que vous aviez été par 2 fois dans le Donbass. Vous avez couvert l'Ukraine depuis les années, on va dire, qui ont suivi le Maïdan, donc depuis plus de 10 ans. Est-ce que vous pensez enfin qu'on s'achemine vers la paix, notamment depuis l'élection de Donald Trump ? Alors, j'imagine que cette information ne vous a pas échappé. Moi, ce que je retiens de l'Ukraine, là, et qui est quand même assez significatif, c'est qu'on ne parle pas de paix. On en a beaucoup parlé, on avait parié sur les 24 heures, etc. Visiblement, là, il y a les 100 jours que Trump se donne pour mettre en place des pourparlers. Des élections sont également envisagées, ce qui signifie que Zelensky va devoir se représenter devant les Ukrainiens. Mais la nouvelle de la semaine, et qui est très significative à mes yeux, c'est la déclaration de Trump sur les terres rares. Et là, on voit bien que l'Ukraine incarne le basculement du monde auquel on assiste depuis 2022. C'est-à-dire que finalement, nous rentrons dans une espèce de guerre mondialisée avec l'accès aux terres rares, aux énergies hybrides, de l'information. Et parler de soutenir l'Ukraine en regard de ses sous-sols montre bien que finalement, alors indirectement, les Ukrainiens, et j'en suis navrée, non pas qu'ils comptent pour rien, mais c'est que le véritable intérêt, comme dans toutes les guerres, est avant tout économique, énergétique, géopolitique. Et là, Trump a lâché le mot. On y est. Terre rare. On voit ça également avec le Groenland. On voit ça... Autre terre qui intéresse Trump. Exactement. Donc l'actualité, là, cette semaine, elle est assez signifiante, puisqu'on se rend compte qu'on est en train de... Il va falloir penser à long terme. C'est terminé les guéguerres, frontières, pas frontières, début de la guerre, fin de la guerre. Régis, moi, mon point de vue, et c'est ce que je dis depuis 2022, c'est que la guerre, elle commence. Donc, elle va peut-être s'arrêter un tant soit peu à la frontière ukrainienne, et c'est même pas sûr d'ailleurs. Et peu importe, j'ai envie de vous dire, c'est terrible pour ceux qui se battent, je l'ai suffisamment répété, c'est une tragédie, mais la véritable guerre commerciale, etc., c'est parti. Donc là, on rentre dans le vif du sujet. Donc non, pour moi, les guerres ne s'arrêtent pas, elles se renouvellent, elles se transforment, elles prennent de nouveaux visages que les spécialistes connaissent parfaitement. Comme je vous l'ai dit, c'est la guerre pour l'énergie. L'accès aux ressources, c'est extrêmement classique. Mais là, nos concitoyens et la population va comprendre ce qui se passe véritablement et ce qui se cache derrière les déclarations de guerre de territoires qui n'en sont pas, qui sont simplement de la sécurisation de l'accès aux ressources, quelles qu'elles soient.
Alors, c'est ça qui m'a marqué. ce qui est intéressant, je voulais revenir justement sur cet aspect, sur cette fameuse affaire de terres rares qui est revenue dans le discours. Vous avez raison de souligner. Peut-être qu'il faudrait que vous précisiez à vos... Oui, ce que sont les terres rares. Alors, les terres rares, c'est 17 métaux rares qui se trouvent dans quelques endroits sur Terre et dont l'extraction coûte un fric incroyable et surtout indispensable à la fabrication. Voilà, j'allais y venir, des composants. Alors ça va dans les ampoules, dans les téléphones portables, dans les missiles guidés. On trouve de ces métaux, de ces fameux 17 métaux. Et donc c'est important. Alors ça coûte énormément d'argent, mais aussi c'est extrêmement polluant. Et jusqu'à présent, et c'est là où c'est un début d'explication de l'attitude de Trump et du fait que le nouveau président américain ait évoqué cette question, c'est que qui les produit jusqu'à présent et les vend à l'Europe et aux États-Unis, je vous le donne en mille, la Chine, et voilà, qui elle n'a pas évidemment tous les critères écologiques liés à l'extraction de ces minerais. Donc la Chine les produit, Trump veut mettre la main dessus parce qu'il veut lui aussi les produire, il veut être indépendant. Voilà, ce qui est intéressant quand même à souligner, je rajouterai une petite précision sur les déclarations de Trump, c'est qu'il estime, et c'est le New York Post qui a bien précisé ça, je lisais ça tout à l'heure, que c'est en dédommagement des sommes investies en Ukraine par les États-Unis. Oui, enfin, BlackRock était déjà ce dédommage de fait avec des accords d'exploitation agricole. Oui, mais c'est pas simplement plus. C'est pas simplement on vend des armes, on arrive à assister, on assiste l'Ukraine qui est envahie par le géant russe. Pour combattre pour sa liberté. Enfin, à l'époque, c'était toute la rhétorique utilisée. Avec Trump, on voit bien qu'il y a, on vous a aidé, maintenant on se sert. Mais voilà, ce discours, au moins, a le mérite de la clarté. Oui, non, mais ça, c'est très bien, en effet. Et lorsqu'on a dit, répété, on était assez nombreux tout de même, expliquer qu'un État n'a pas d'amis, n'a que des intérêts. Eh bien, là, cette déclaration, elle l'incarne. Alors, tout le monde semble sidéré. Comment est-ce possible, etc. Bon, ça ne fait qu'illusion pour l'opinion publique, le grand public. Mais là, pour les experts, eh bien, c'est une évidence qui a au moins le mérite de la clarté. C'est une évidence, mais qui a quand même, on va dire, et c'est aussi un langage auquel Trump nous avait habitués pendant son premier mandat, c'est de traiter les affaires internationales sans vernis. Quand George Bush décide d'envahir l'Irak, il propose d'exporter la démocratie, de faire le don de la liberté. Bref, il y a un prétexte. Et nous, on va dire à l'époque, on est à fond dans ce prétexte. Avec Trump, il y a la vérité toute crue. Les intérêts, les intérêts, les intérêts. Oui. On peut voir ça comme ça. Disons qu'il a un langage très particulier, il dit les choses et ne prend pas de vernis. Ouais. Bon. Cela dit, peut-être que la communication était moins violente, moins bousculante avant Trump, admettons. Mais si vous prenez l'extraterritorialité du droit américain et donc la guerre par le droit, les États, et notamment les États-Unis, ont toujours fonctionné avec une véritable brutalité pour les économies, quelles qu'elles soient, et françaises notamment, ou européennes. Donc cette guerre de com' ou économique à travers le droit a commencé depuis très très longtemps. Là, Trump, ce qu'il rajoute, si vous voulez, moi je suis même pas étonnée du comportement de Trump. C'est que c'est un showman. Voilà, il arrive, il fait un show auquel les Occidentaux ne sont pas habitués. Enfin, les Européens ne sont pas habitués. Mais en réalité, c'est une manière d'être qui ne devrait pas étonner plus que ça, puisque la violence par le droit, la violence des souverainetés économiques existe depuis très longtemps. Ce qui est plutôt sidérant, si sidération il doit y avoir, c'est que l'opinion publique n'est pas informée de tout ça. Bien sûr. C'est l'hypocrisie de ce type de révélation. Voilà, jouer la sidération, moi, ça me... Oui.
Ça m'agace un peu, là, sur les Parce que- plateaux télé. Que se passe-t-il? Ouais. Oui, oui, oui. Et on semble redécouvrir Ah ouais, Trump non, alors qu'on le connaissait déjà ouais. aussi. Oui, et puis au-delà de ça, comme je vous dis, il ne faut pas oublier les guerres hybrides, et notamment par le Mm, droit, qui font s'écraser de nombreux entrepreneurs français. Voilà, mm, on citera Alstom. bien sûr. Pendant 3 ans, l'Ukraine a été au centre de l'actualité mondiale. Alors, comme vous l'avez un petit peu esquissé déjà, le conflit se situe désormais plus seulement dans un affrontement, on va dire, entre l'OTAN et la Russie, mais comme une ligne de fracture entre deux mondes, qui inclut évidemment la Chine et les BRICS. Est-ce que on va vers une nouvelle guerre froide? Comment vous voyez les choses? Alors, les intérêts, oui, le côté entrepreneur de Trump et le côté, genre, je prends ce dont j'ai besoin et j'essaie de garder l'hégémonie. Et face à ça, la Russie, la Chine, qui finalement donc sont dans le pire scénario pour les États-Unis, c'est-à-dire qu'elles sont dans le même camp avec les BRICS. C'est l'impression que j'ai, moi, quand j'entends le président américain s'inquiéter des ressources du Groenland. J'ai le sentiment qu'on se prépare jusqu'en 2030, et là j'essaie de penser à long terme, à un affrontement qui ne dit pas son nom entre les États-Unis et la Chine, l'Indo-Pacifique. Ça donne tout de même le sentiment que les États-Unis sont en train de se préparer, de se mettre en place, de s'approvisionner pour le long terme dans un affrontement hybride dont le succès passera également par l'appropriation de ces ressources. Donc à court terme, on peut sembler désorienté, mais si on prend de la hauteur et qu'on analyse ça sous l'hypothèse stratégique d'une préparation 2030, il y a une odeur de guerre froide. Alors guerre froide, bon, on n'a pas le phénomène des non-alignés ou autre, mais un affrontement entre deux blocs, bien qu'on soit dans l'établissement d'un système multipolaire, oui, c'est l'impression que j'ai, oui, oui, oui. Et ce qui m'inquiète, c'est comment l'Union européenne va se positionner au milieu de ces géants. Parce que la vraie question, elle est là. Finalement, que les États-Unis ne souhaitent pas perdre leur hégémonie, c'est normal. C'est le propre de toute première puissance qui n'accepte pas son déclin et là, Trump met tout en branle pour sauver une économie qui, selon de nombreux experts, face à la Chine, est déclinante sur les années à venir. Donc son comportement est normal. Ce qui est plus inquiétant Régis, c'est est-ce que nous, on est prêts? Est-ce que notre industrie est prête? Est-ce que nos entreprises sont prêtes? Est-ce que nous avons accès à des ressources, à des minerais, à l'énergie? Parce que c'est comme ça que ça se gagne une guerre, qu'elle soit commerciale ou classique. Comment on se positionne en regard de nos alliances, comment on se positionne en regard des différentes sanctions auxquelles on a participé, qu'on a légitimées, qu'on a mis en place. Est-ce que ces sanctions font encore sens? Est-ce qu'on va devoir choisir un camp? Enfin, il y a tout un tas de questions qu'on doit se poser, puisque qui dit guerre froide dit de choisir son camp, non? Bien sûr, y compris, et je poursuivrai sur cet aspect-là, une possible, on va dire, remise en cause des structures même de l'Union européenne par l'entremise de Trump ou d'Elon Musk. On est en train de voir que les Américains, j'ai eu la chance d'aller en Hongrie l'été dernier faire un reportage sur les structures du conservatisme hongrois et comment Viktor Orban avait mis, on va dire, son pays, on avait fait ce pays particulier au cœur de l'Europe, et de constater que c'était rempli de conservateurs MAGA avec des casquettes Trump. Déjà à l'époque, on était loin de... Et qu'ils avaient pénétré et qu'ils regardaient avec une attention particulière ce qui se passait en Slovaquie aussi, que les Américains sont persona grata à Rome chez Giorgia Meloni, et que si on écoute les propos d'Elon Musk, qui soutient l'AfD en Allemagne, si l'AfD arrive au pouvoir, il y a plus, l'Allemagne se retire de l'Union européenne. Si l'Allemagne se retire de l'Union européenne, je poursuis mon raisonnement,
c'est un peu comme si les États-Unis se retirent de l'OTAN, ce qui est possible aussi. Ça veut dire que ces deux structures, en gros, n'existent plus. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire aussi, et Trump l'a démontré en disant qu'il préfère avoir des dialogues avec les chefs d'État des pays et non pas avec Bruxelles, et une réelle volonté de la part des États-Unis de dynamiter l'Union européenne. Alors, c'est quand même assez particulier. Il y en a une, en tout cas, moi, que je n'entends plus. Enfin, C'est vrai. bon, elle a disparu. Oui, totalement. Alors ça, c'est quand même signifiant. Oui. Elle a disparu. Oui. Donc c'est un petit signal faible. Il y a un petit problème de communication. On peut avoir des regrets. Est-ce qu'il y a eu un suivisme totalement béat de l'administration Biden. Ouais. Et là, on va le regretter parce qu'elle disparaît. On entend, il y a des voix qui montent. On entend beaucoup Mélanie. Bien sûr. Qui a presque pris la place. Voilà. Figure féminine de l'Europe. Absolument. On retiendra parce que, comme vous le savez, l'image, l'information, c'est aussi un symbole. C'est des photos qui restent dans l'inconscient collectif. Je pense que cette photo de Mélanie avec Elon Musk a marqué les esprits. On n'a pas cette image-là avec VDL. On n'a pas de ces instants de ce nouveau monde qui semble apparaître là. Qui est dont on ne sait trop comment les choses, enfin de quoi ça va accoucher. Mais en tout cas, on a quand même cette image de Mélanie qui sort du lot. Oui. Et de la Commission européenne ou autre, rien. Bien sûr. On a des instants, on a des images, on a des personnalités, mais on n'a rien d'autre. Donc on peut peut-être se demander si l'Europe n'est pas en train d'éclater. Là, je réfléchis. Excusez-moi, c'est tragique. C'est une anticipation. Mais c'est pas impossible, oui. La logique aussi d'intervenir en Angleterre où comment Elon Musk soutient Tommy Robinson et non pas Nigel Farage. C'est-à-dire qu'il va plus loin quelque part, il va vers les conservateurs anti-immigration. On est vraiment sur les mêmes modèles, un alignement idéologique qu'on pourrait appeler la nouvelle révolution conservatrice, on va dire. Tout à fait. Et donc, nous n'étions pas prêts. Et nous, on n'est absolument pas prêts. Et on a un pays qui est cadenassé et figé. Nous. Mais il faut en tirer les leçons parce que c'est bien de le constater. Mais c'est le moment de se demander comment on en est arrivé là. Pourquoi on n'a pas été capable de l'anticiper, et là de façon nationale, et qu'est-ce qu'on peut faire, quels sont nos atouts, comment on peut repenser, est-ce qu'il y a encore des choses que l'on peut sauver? Et c'est une urgence, et ça passera par les entreprises. Vous avez remarqué aussi que les dirigeants s'effacent. Là, je vais prendre un exemple. On entend plus Bernard Arnault à l'international que Emmanuel Macron. Écoutez, on entend toujours Emmanuel Macron quand même. Mais non, mais regardez, là, il a fait... vous savez que moi, je ne critique... Enfin, vous avez remarqué que je ne critique jamais les présidents, quels qu'ils soient. Mais enfin, bon, là, il a eu une prestation qui était tout de même assez surprenante avec l'utilisation de l'image artificielle. Oui. Bon, il y a eu quelques annonces ou quelques secondes au JT. Enfin, il pourrait danser nu dans un bocal, ça ferait le même effet. Enfin, c'est quand même étonnant que plus personne ne s'approprie, même pour le critiquer, finalement, sa figure, ses actions ou ses couacs médiatiques. Donc ça, c'est inquiétant parce que finalement, c'est comme si tout le monde, l'opinion publique et les médias commençaient à s'en désintéresser. Oui, donc il y a un essoufflement. J'écoutais Marion Maréchal qui était interviewée, je crois que sur RTL, et on lui posait la question. Elle dit, bien sûr, vous avez regardé Emmanuel Macron hier soir, et elle a dit non. Je n'ai pas regardé. Oui, il se passe quelque chose. Hein. Donc évidemment, elle avait vu les photos où il danse, qu'il a souhaité, lui, pour montrer qu'on pouvait détourner son image, qui ont d'ailleurs été elles-mêmes beaucoup critiquées, mais le propos en lui-même, je crois, qu'il est passé quand même très, très inaperçu. Vous avez raison. Et ça illustre ce qu'on est en train de dire, finalement. Très peu de gouvernants ont un impact aujourd'hui médiatique. Un réel impact. Ce sont des personnalités qui n'émergent plus. Les critiques passent très rapidement. Ça ne laisse plus de traces. Ah oui. Mais ça, c'est aussi le phénomène des réseaux. On est quand même... l'actualité. Mais... Alors, il n'y a pas que ça. Je crois que pour le meilleur et pour le pire, il y a les personnalités qui restent gravées dans les mémoires. Aujourd'hui, il faut s'interroger là-dessus. Oui, qu'on les aime ou qu'on les aime pas, hein, mais c'est des Musk, c'est des Trump, c'est des Poutine, c'est des Erdogan, c'est des Xi Jinping. Netanyahou. Des Netanyahou.
pour le meilleur ou pour le pire, mais il faut quand même se poser la question. On ne peut pas toujours dire c'est mal, c'est mal, c'est mal. On n'avance pas avec ce type de raisonnement. Pourquoi, aujourd'hui, les populations semblent s'intéresser à ce type de personnalité? Quitte à les élire ou à finalement les encourager. Mais vous savez On se rend comment compte que le format autoritaire est en train aujourd'hui de prendre le dessus sur le format Voilà. social-démocrate. Donc, il faut arrêter de mettre, de se cacher la tête là ou de fuir, mais il faut se poser des questions et se demander pourquoi une telle appétence du public. Il y a un changement, il y a un bouleversement, c'est indéniable. Alors, hormis entendre sur quelques plateaux TV des jugements moraux, mais les jugements moraux n'ont jamais fait avancer quoi que ce soit. Et il faudrait également tirer, là je reviens, jugement moral de la guerre en Ukraine qui a été terrible, avec est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal? Ce n'est pas ce type de raisonnement qui permet à une population, et là je me préoccupe davantage de la population française, de prendre les bonnes décisions. C'est pas comme ça qu'on réfléchit le monde. C'est pas, voilà, ça ne mène à rien, la moraline. Donc, si ceux que l'on prénomme encore nos élites n'arrivent pas à penser autrement qu'au-delà du bien et au-delà du mal, on risque de traverser une période très mouvementée. Alors, pour revenir sur les présidents, et en particulier Emmanuel Macron, avec, on va dire, même s'il n'en est pas à l'origine, mais le recul manifeste de la France, en particulier en Afrique, où que ce soit au Tchad, où nos derniers soldats sont partis, alors qu'on avait une présence depuis, on va dire, au moins 60 ans, le Sénégal, où le Premier ministre Sonko envisage d'enlever les références à des personnalités françaises dans les rues de Dakar, une disparition finalement. Et ce que vous m'avez dit sur... en effet, je m'en étais pas fait la réflexion, mais que médiatiquement aussi, il y a moins d'appétence, alors que à côté, on a évoqué Trump, mais je voulais justement revenir, arriver sur Gaza bientôt. Lui, il est au centre du jeu tout le temps, H24, en permanence. Bon, ça reste la première puissance, donc qu'il soit au centre du jeu, c'est normal. Bon, on sort quand même de l'époque Biden qu'on ne pouvait pas filmer parce que enfin, là, il y a quelle hypocrisie tout de même médiatique. Les journaux américains ont ouvertement explicité ces problèmes de sénilité et ont reconnu que ça fait des années qu'on sait que Biden n'était pas capable, était atteint mentalement d'une maladie, Parkinson ou autre. Bon, donc vous voyez bien que ce type de sénilité ne peut pas permettre un suivi médiatique, parce qu'on marche sur des œufs avec des personnalités comme ça. Bien sûr. Donc là, vous avez Trump qui arrive tel un cow-boy et qui reprend, qui permet aussi d'oublier Biden. C'est pas anodin qu'un personnage comme lui passe après Biden. Biden a laissé quand même une image extrêmement plate et vieillissante de l'Amérique. Alors, en plus de son déclin, on avait un sénile qui prenait des décisions. Donc, vous savez, il faut balayer. Je suis d'accord avec vous, mais la première fois, il est arrivé après Obama. Donald Trump, quand même un président marquant, ayant une image. C'est très vite. Oui, alors là, on va revenir sur la prise de pouvoir, le contrôle des médias. Vous savez qu'une image se fabrique. Oui, bien sûr. En bien ou en mal, en un clin d'œil. Donc, dire aujourd'hui, avec les révélations qui sont faites, que l'image du président Biden a été créée de toutes pièces, et on peut là, en parallèle, je fais une petite digression sur Hunter Biden, ce n'est pas exagéré. On découvre. Là, aujourd'hui, avec l'USAID, que certains journaux ont été à minima favorisés, certains traitements médiatiques, certains auteurs, certaines régions du monde ont été favorisés financièrement, soutenus, etc. Et donc, on fabriquait des récits, du storytelling. Il en a été de même pour Biden. Il ne faut pas se faire d'illusions là-dessus. Et alors, là, on a également une espèce de sidération, mais il ne faut pas se faire d'illusions. Ça a toujours été comme ça. Sauf que là, ça sort. Okay, très bien, mais ce type de formatage des opinions publiques... Alors, c'est fascinant ce que vous évoquez là.
vous parlez de USAID. Non, mais c'est important que l'opinion publique s'en rende compte et qu'elle ne se fasse pas d'illusions. Après l'USAID, ça sera autre chose. Hein. Mais ce que vous êtes en train de dire, c'est que presque le complotiste d'hier est celui qui a raison. C'est pas du complotisme, c'est de l'absence de culture. Ceux qui étaient. Mais oui, mais Régis, c'est pire que ça. C'est pas du complotisme, parce qu'avant, on le savait, ça. Oui. C'est de l'inculture, c'est-à-dire qu'on a tellement décervelé l'enseignement, on a tellement empêché les jeunes de penser, d'avoir accès à un esprit critique, qu'ils n'ont pas été en mesure. Barnèse, il y a eu la propagande, on le savait, comment ça se fabrique une publicité, comment on peut influer sur l'opinion publique. Avant, les jeunes étaient au courant de la propagande d'État. Ils n'en étaient pas ignorants, ils avaient un minimum de formation. Donc le complotisme, c'est une étiquette qui a été posée sur un phénomène qui a pris de l'ampleur sur les réseaux sociaux. Mais avant, le bon sens des Français savait à minima déceler ce qui était plus ou moins juste ou pas, propagandiste ou pas. Alors, ils faisaient avec, ils l'acceptaient. Il y avait, pour tout un tas de raisons qu'on pourrait expliquer sociologiquement, etc. Mais là, on a taxé de complotisme et ça a pris très facilement parce que le pire dans tout ça, c'est qu'il va falloir éduquer. C'est-à-dire que c'est même pas cette étiquette, moi, qui m'inquiète. C'est qu'on ne soit pas, on a une génération qui est incapable de penser librement, de penser avec un esprit critique, de discerner, Régis. On pourra prendre des exemples très précis où là, il y a quelques années, ça ne serait pas passé. Bon, pardonnez-moi, je n'ai rien contre Zelensky. Mais quand vous faites un petit flashback, vous vous arrêtez 5 minutes et vous vous dites, on a quand même un homme qui jouait du piano avec son sexe, qui a été élu président. Mais moi, je vous garantis, ma grand-mère, elle n'aurait jamais voté pour ça. Hein. Jamais ce serait passé, ça. Les gens se seraient dit, mais attendez, vous nous prenez pour qui, là ? On est en période de guerre, et donc on fait passer un jeune homme qui fait des shows nus, en talons aiguilles, qui se dandine et qui joue avec son sexe devant la télé et qui va devenir président de la République. Jamais ça serait passé, ça, dans les générations intérieures. C'est là. Vous voyez où il est le problème ? C'est que les gens n'ont pas vu, même nos médias, même les Français ne l'ont pas vu. C'est passé crème. Ah ouais, bon, bah c'est pas grave, c'est cool, finalement. Il a fait du piano avec son zizi et maintenant il va gouverner une zone de guerre face à la Russie. Pourquoi pas ? Est-ce que ce qui est étonnant, parce que l'esprit critique est où, là ? Je suis assez d'accord, mais c'est sur les Ukrainiens qui l'ont élu. Et pourtant, oui, non, mais attendez, il a quand même fait l'ouverture du Festival de Cannes. Je veux dire, à un moment donné, moi, ça m'a toujours non pas choqué, parce que cet homme n'aurait jamais dû accepter cette proposition qu'on lui a faite. Il aurait dû dire, bon, je n'ai peut-être pas la formation, hein, je suis un acteur de série B mais si les gens ont voté, il y a eu une adhésion quand même à son programme, même s'il a toujours été contesté. C'est-à-dire que quand avant l'élection, je vous parle d'une fabrique des crétins. Et oui, et puis aussi, c'est pas. Avant, ces chefs d'État n'existeraient pas. Ça, je vous en mets. Demandez à vos internautes qui fassent des enquêtes. Personne n'aurait voté pour un mec qui joue du piano avec son zizi. J'en suis sûre. Mais vous avez peut-être raison. Mais ce qui est très intéressant, c'est qu'avant 2022. Zelensky était critiqué, des articles même dans la presse française lui tombaient dessus, expliquaient la corruption, le liant à des choses, etc. etc. Enfin, les oligarques, hein, c'était la corruption de l'Ukraine qui faisait l'unanimité. Mais tout ça, février 2022, ça n'existe plus. Enfin, on ne peut plus en parler. Il y a eu aussi ça. Quand vous parlez d'éducation, il y a aussi une manière coercitive, d'abord de chasser les voix dissidentes. Je suis bien d'accord. Vous le savez bien, vous en avez été victime. J'en ai fait les frais. Et tout à coup, ce qu'on pouvait dire la veille, on ne peut plus le dire le lendemain. Et il va se passer, on va dire, un an et demi de guerre en Ukraine, où on nous explique que les Russes vont perdre et que les Ukrainiens vont gagner. Et là, il y a une responsabilité médiatique. Je l'ai dit, je le redis et je l'assume. Les médias n'ont pas fait leur boulot. Ils n'ont aucun courage. La plupart, les médias mainstream ont invité des gens qui étaient inaptes à prendre de la distance, à recontextualiser, à penser sans émotion. Je me souviens les premières interviews que j'ai faites avec certains médias, ils n'avaient jamais entendu parler de Slaviansk.
comment vous voulez vous intéresser en 2022 à ce qui se passe le 24 février 2022 si vous n'êtes même pas au courant que depuis 2014, il y a une ligne de front dans le Donbass. Il y a des checkpoints. Il y a des passeports déjà russes à l'époque. Les plaques d'immatriculation des voitures en février 2022 étaient déjà russes. Personne ne le savait à Paris. Bon, bah écoutez, dans ce cas-là, à un moment donné, les rédacs, elles n'ont pas fait leur boulot. C'est tout. Elles ont tout de même une responsabilité. On ne peut pas dédouaner tout le monde. Il faudrait également se poser les questions. Qui fait l'information aujourd'hui ? Bon, voilà, on le sait. Donc, il faut passer Mais ce qui est intéressant, c'est qu'avec les révélations sur USAID, avec aussi d'autres révélations sur la façon dont le pouvoir aux États-Unis a, on va dire, instrumentalisé certaines affaires, comme le 6 janvier, par exemple, l'attaque du Capitole, où 40% de l'effectif total du FBI était diligenté uniquement sur cet événement, ce qui est quand même énorme, presque la moitié du FBI, on a découvert ça, et à côté de ça, très peu de gens s'intéressaient à l'ordinateur de Hunter Biden, par exemple. Donc là, il y a une mise, on va dire, en coupe réglée, ou une mise à disposition d'appareils étatiques à des fins de détruire un adversaire, etc., caractérisé. Alors, n'oublions pas que ça a été le cas avec Mazarine et Mitterrand. Bien sûr. Voilà. Oui. Mais, oui, bah oui. Mazarine et Mitterrand, on a le président de la République qui a élevé une famille dans l'ignorance totale des gens qui l'avaient élu. Au frais du contribuable. Au frais du contribuable, au frais du même contribuable. Je peux vous dire, j'ai vu les photos. En effet, il y avait j'ai travaillé, j'en ai vu les photos, pas forcément qui n'ont pas été toujours publiées, parce qu'il y a des lois en France, mais en tout cas, la vie du couple Mitterrand, enfin de sa deuxième famille, était complètement assurée par des gens dans l'appareil, des proches et aussi des services de sécurité, quoi. Voilà. Donc ça, oui, c'est pas nouveau. Mais ce qui est intéressant, c'est il y a eu ce rouleau compresseur. On est en train de voir que USAID, et c'est là aussi où il faut insister, a participé aux révolutions de couleur. Donc de Maidan. Ça interroge les fameuses ingérences. Bien sûr. Et on en revient sur le 2 poids 2 mesures. Est-ce qu'il y a des ingérences positives et des ingérences négatives ? Là, il y a quand même un point positif pour les gens qui vont nous écouter, c'est que ça a le mérite de lever le voile. Oui. Donc maintenant, comment l'Union européenne, ou surtout la France, va se positionner ? Voilà, il n'y a pas que d'ingérence turque, américaine, russe, bien sûr. qatari ou autre. Il y a eu l'ingérence américaine. C'est ce qu'avait dit François Fillon. Quand j'étais Premier ministre, j'ai subi des ingérences. La plupart du temps, elles venaient du même camp, et c'était les Américains. Oui. Voilà. Mais on a la mémoire courte. Edward Snowden en parle également. Les écoutes, on était sur écoute, etc. Donc ce sont des alliances des alliés qui sont tout de même particuliers. Bon, bien que tous les alliés s'écoutent entre eux, j'imagine que la Chine et les Russes tentent de s'écouter, Tout à fait. au cas où. Oui. Non, ce qui est intéressant d'ailleurs, et ça va me faire basculer sur le sujet suivant, il nous reste peu de temps, qui est en fait j'avais découvert ça en lisant un article justement sur le Hezbollah. Le talon d'Achille du Hezbollah a été justement le fait que le Hezbollah participe à la guerre en Syrie et qu'il communique avec les Russes et avec les Syriens. Et donc, il a commencé à être écouté. Et ce que les Israéliens n'avaient pas réussi à faire avant, quand il était au Liban Sud, c'est-à-dire à pénétrer cette organisation gigantesque et ultra secrète, à cause justement des écoutes, ils ont pu repérer les cadres du Hezbollah et plus tard les éliminer avec les autres opérations. Ça nous amène... Le renseignement, c'est le pouvoir. Voilà. Et ça nous amène au Liban, où je crois vous partez demain. Donc, je pars demain. Donc là, vous allez me voir, je serai au Liban actuellement. Donc, je remercie. Je me permets de faire une petite annonce. Bien sûr. À Libre Média qui m'a soutenue, à tous ceux qui vont se reconnaître, qui m'ont soutenue. Je suis vraiment très, très reconnaissante. Vous voyez ce signe-là qui vient du cœur. On en a fait tout un pataquès avec Elon Musk, finalement, qui est très naturel. Bon, voilà, passons. Vous ne tendez pas le bras. Non, je me suis... Mais c'est un réflexe de mettre sa main sur le cœur. Bien sûr. Passons. Très répandu dans les pays musulmans, d'ailleurs, à chaque fois qu'on se salue. Tout à fait. Voilà.
Et un grand merci à tous les tipeurs. Grâce à eux, le projet a pu aller plus vite par leurs dons. Et je sais que dans cette période où on souffre tous économiquement, certains ont fait des efforts énormes. 1 euro, 5 euros, 6 euros. Je sais que pour beaucoup de familles aujourd'hui, c'est un choix qui peut être difficile parfois. Donc, merci à tous. J'espère que vous serez satisfaits de ce que je vais ramener. J'espère qu'à ce moment même, pendant que vous regardez cette émission, tout se passe bien là-bas et que vous êtes satisfaits des images qui sont déjà à votre disposition. Alors, où on Et les que trouve rien n'a explosé, donc on verra, on fait un peu... Voilà, Où on les trouve, ces images? On va les Alors, trouver, on va les médias. retrouver. J'ai essayé là, Les je médias vais libres. essayer non pas d'inventer un concept, mais de redéfinir une méthode de travail, Régis. Donc, C'est quoi, c'est un vlog? j'y Oui. viens. Donc, il y a déjà pour les supports, ça va être en partie sur Libre Média. Donc, ceux qui me suivent connaissent Libre Média sur leur réseau, leur chaîne, leurs réseaux sociaux. Ça sera également en accès gratuit et ça sera un autre contenu sur mes réseaux. Donc, non pas ma chaîne YouTube, mais mon Facebook, mon LinkedIn, mon Twitter et mon Instagram. Donc là, vous allez pouvoir suivre quotidiennement mes voyages. Je vais m'intéresser à la trêve jusqu'au 18 février, comment elle prend corps, comment les populations et les différentes communautés et les différentes régions touchées ou pas par les frappes survivent ou pas, comment prend corps la résilience, comment fonctionnent les hôpitaux, mais également, et j'espère qu'il y aura une note d'espoir, comment le Liban se projette dans ce nouveau futur suite à la fin de cette vacance de 2 ans sans président. Et puis il y a toutes les aventures que vous connaissez parfaitement, qui sont les aventures du réel qu'on ne peut pas prévoir. Et donc vous allez suivre mes déambulations. Je vais essayer et je vais faire mon possible pour traverser le Liban, qui est un tout petit pays. C'est 2 départements français, du nord au sud, de l'est à l'ouest, pour vous ramener mes instantanés. Et dans un deuxième temps, et c'est ça qui est nouveau, je vais ramener donc des photographies et des images qui vont faire l'objet de débats avec des experts, des géopolitologues, sociologues, géographes, spécialistes du Moyen-Orient. Et cette matière-là, elle va être pensée, réfléchie, débattue. Et mon objectif est d'ouvrir le débat avec des spécialistes, loin de l'eau sainte, loin des images, loin de l'IA, etc., pour faire revenir du terrain des images dont on va faire un retour d'expérience avec vous, qui allez nous suivre, pour les penser avec des regards avisés, qui connaissent parfaitement les sujets que je vais aborder et qui vont faire un deuxième retour avec archives à l'appui pour repenser, ouvrir le débat sur ce qui se passe là-bas. Je tiens à préciser, aujourd'hui j'ai un peu du mal parce que je suis fatiguée, je suis à moins de 24 heures de mon débat, donc je ne vous cache pas que je suis un peu stressée. De votre départ? Bah évidemment. Ouais. Voilà, celui qui n'est pas stressé avant un départ, en tout cas moi c'est mon cas. Bien sûr. Mais tout ça pour vous dire, pardon, j'ai perdu le fil, mais je vais tâcher de donner la parole à tout le monde, toutes les factions, tous les pays, tous ceux qui accepteront de témoigner devant l'objectif. Voilà. Alors, merci. Alors, chacun... Et si vous voulez participer sur Tipeee, pardon, parce que je ne le fais jamais, j'ai horreur de demander de l'argent, mais c'est important, faites-le, parce que tous vos dons me permettent de donner gratuitement à tous ceux qui n'ont pas les moyens de payer les abonnements, d'avoir accès à l'information. Tout ce que vous faites sur Tipeee, ça me permet de propager aux Libanais et aux plus déshérités l'info. Alors voilà, c'est... Très bien. Merci à vous. On a compris, c'est noté. Expliquez aussi peut-être qu'on vous souhaite donc de faire un reportage le plus complet possible, en sachant que le conflit peut redémarrer quand vous serez là-bas. Il y a des risques. Il y a encore eu des frappes israéliennes la nuit dernière. Bref, une autre question, est-ce que vous avez l'intention d'aller en Syrie aussi? Ou est-ce que vous resterez au Liban? Tout est possible. Est-ce que les nouvelles autorités sont plutôt ouvertes encore aux journalistes, qui n'est pas toujours évident, et quand on voit le Liban, souvent la Syrie, c'est le grand voisin. Alors, comme vous le savez, le Liban, la grande difficulté, c'est le carburant. Oui.
Eh oui. C'est de trouver des chauffeurs qui acceptent d'aller dans certaines zones. Tout ça, il faut, voilà, quand il y a des zones de conflit, des Sud-Liban. frappes, c'est très difficile de se déplacer parce que les gens ont peur de mourir. Suite à l'opération des beepers, je vous laisse imaginer la crainte et de chacun, hein, parce que tout le monde a peur de ce type d'opération. Donc c'est très compliqué, Régis. De se mouvoir quand on n'a pas des grosses rédacs ou qu'on n'est pas... Mais je vais m'approcher de beaucoup de zones et j'ai déjà la confiance de beaucoup de personnes. Aller en Syrie, je ne sais pas, pour tout un tas de questions. Et j'espère que vous me réinviterez à votre Bien retour. sûr, alors à mon retour, parfait. pardon, pour vous en parler. Tout à fait. Mais aller à la frontière syrienne, parce que je pense que ça ne vous a pas échappé, je sais que vous avez l'œil avisé. Il y a déjà des combats qui reprennent Oui, bien au sûr. Liban. Bien sûr, tout à fait. Donc je vais peut-être couvrir ces Absolument. affrontements au Liban avec des forces syriennes dont on ne sait pas pourquoi elles viennent sur le territoire libanais. Ça va être très intéressant, ça va être passionnant. Donc on prend date, on vous réinvite au retour, on vous suit sur le Média Libre. Et, Libre Média. Libre Média. Jérôme Blanchet-Gravel, sur mes réseaux sociaux, Anne-Laure Bonnel, vous me trouvez, il y a 2 pages pro, il faut faire attention sur Facebook. La page sur laquelle je vais poster, c'est Anne-Laure Bonnel-reporter, celle-ci ouverte au grand public. Et Tipeee, c'est Anne-Laure Bonnel. Merci à tous. Et puis si vous voulez un article pour votre mensuel, ça sera avec plaisir. Écoutez, il n'y a pas de souci. Tout est complet, voilà. Merci beaucoup Anne-Laure pour cette discussion qui a été... on a fait un peu le tour du monde et il y a beaucoup de choses et l'actualité va continuer à avoir du talent, comme je disais. Ouais. Et on va avoir encore beaucoup de choses à décrypter. Je pense que personnellement, je suis assez d'accord avec vous. C'est un monde nouveau qui est en train de se créer. On n'a pas tous réalisé en France l'ampleur du séisme. Alors, on l'appelle la vague Trump, ou il n'y a pas que Trump d'ailleurs. C'est peut-être l'exemple le plus visible de ça. Mais en tout cas, la tectonique des plaques est en train de bouger. Et il va falloir s'accrocher parce qu'il va y avoir du sport, je crois. Oui, il va y avoir du sport. On l'espère pour le mieux, on espère que ce spectre aussi, moi c'est quelque chose auquel j'ai été très conscient plusieurs fois en Ukraine notamment, en passant à côté de centrales nucléaires, que ce soit celle d'Energodar ou celle de Kourtchatov en Russie, où d'avoir observé des échanges de missiles autour de centrales nucléaires où on se dit c'est complètement incroyable et que cette guerre en Ukraine a failli nous amener au bord de la guerre atomique. Mais attendez, mais c'est pas fini, mais vous êtes optimiste. Je suis optimiste, je pense qu'on va rester sur de l'économie. Mais on ouvre une nouvelle guerre là tout de même, on rentre en guerre commerciale, excusez-moi, mais ça va faire mal. Mais on risque pas de disparaître, faut bien... Oula. Vous y croyez? Bon, vous êtes pessimiste. Il y a plusieurs formes de disparition. Attention, on y reviendra, mais il y a plusieurs manières de disparaître. Bien sûr. En attendant, restons optimistes. Mais surtout que chacun tire les leçons de tout ça, parce que c'est dans la difficulté et dans les obstacles qu'on se dépasse. Donc ça, c'est des moments que j'aime bien aussi. Et Shakespeare disait « J'ai besoin de vivre mal pour écrire bien », ce qui peut signifier que c'est dans les épreuves qu'on arrive à retomber sur ses pattes et à repenser clairement. Donc, ce sera le mot de la fin. Non, ce n'est pas le mot de la fin. Merci à tous ceux qui me soutiennent. Très bien. Voilà. Eh bien, merci à vous d'avoir écouté cette nouvelle édition du Grand Entretien. J'espère qu'elle vous a plu. J'espère que la semaine prochaine, vous serez encore plus nombreux à venir et à écouter sur la chaîne YouTube d'Omerta nos entretiens. En général, vu le succès, c'est forcé. Vous aimez, vous appréciez, merci de votre fidélité, du fond du cœur. On n'a pas de subvention, donc pareil, c'est grâce à vous que nous existons. Et je vous dis rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle édition du Grand Entretien. Et d'ici là, excellente semaine à tous. À bientôt.